Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Une page enchantée. Je suis Roxane, en quête de ma propre spiritualité et la compréhension de mon histoire. Je vous emmène dans mon monde, dans mon introspection, à travers la magie des mots et l'envie de partager, axée autour de mes découvertes, celles qui m'entourent, mes lectures, vers mes réflexions et questionnements. Je partage avec vous mon chemin vers l'éveil et mes prises de conscience. Au-delà de notre première lecture, il y a celle entre les lignes, que l'on ne décrypte pas, mais que notre âme encode. Selon moi, faire un travail sur cet encodage permet une introspection et une connaissance de soi pour prendre de la hauteur. Je vous invite donc à me suivre dans cette folle aventure qui va vous permettre de rentrer en communication avec vous-même. Cette partie trop souvent dissimulée, pleine de richesses, qui ne demande qu'à éclore pour être pleinement vous-même. Allez, partons ensemble dans ce monde mouvant, changeant, parfois déroutant, de la schizophrénie, avec le livre Demain j'étais folle, un voyage en schizophrénie, de l'auteur Arnhild Lovung, aux éditions Autrement. Traduit du norvégien, la préface a été faite par Christophe André. Moi, ce livre m'a attirée pour deux choses. Une raison très personnelle, mon frère ayant été lui-même diagnostiqué schizophrène. Et puis, j'ai vu dans ce livre une autre manière d'aborder cette pathologie mentale. L'auteur raconte avec douceur comment la schizophrénie s'est installée dans sa vie, très jeune, de façon sournoise. Je me suis clairement arrêtée sur une phrase qui pour moi définissait bien le monde qui se dressait devant ses yeux, donc je vous la cite. Les règles habituelles de la perspective et des proportions dérapaient, et c'était comme se retrouver dans un tableau surréaliste de Pablo Picasso ou de Salvador Dali, très éprouvant et perturbant. Elle nous entraîne dans un monde chaotique qui a été le sien, son univers cauchemardesque, car on a cette impression de vivre le récit d'un cauchemar, de lire le récit d'un cauchemar. On a tous fait des cauchemars et au réveil, on s'en rend bien compte que ça s'est pas passé, qu'on est passé d'une scène à l'autre, que tout va très vite. Et elle vit dans cette situation constante, éveillée. Ce qui fait penser en spiritualité à la nuit noire de l'âme, mais qui en fait ne s'arrête jamais. Je vous décris un petit peu ce que c'est la nuit noire de l'âme. C'est un profond moment de désespoir en spiritualité, c'est comme ça que ça se décrit. Cette crise nous affecte donc sur les trois plans, physique, mental, émotionnel. C'est un vide qui s'installe, qui nous envahit, qui nous oppresse, qui nous donne des doutes constants. On est vraiment en proie aux doutes. On est comme plongé dans un état de dépression. En spiritualité, c'est un processus de transformation et d'évolution. Donc c'est quand même quelque chose de positif. On part de quelque chose de douloureux pour aller vers quelque chose de positif. Dans tous les cas, j'invite par contre fortement toutes les personnes dans un état de mal-être à vous faire accompagner. C'est important, à en parler autour de vous-même. Avant notre naissance, on a choisi des expériences, même si elles sont difficiles quand elles se présentent à nous. Mais dans tous les cas, on est capable de les surmonter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a choisies. C'est des expériences qui vont nous rendre plus forts ou en tout cas qui vont nous faire évoluer. Il est très intéressant de voir l'ampleur des hallucinations dans la schizophrénie que nous raconte l'auteur et de comprendre. Elle le dit très bien que les hallucinations sont propres à chacun, au même titre finalement que nos rêves. C'est propre à chacun de nous. Notre visualisation quand vous partez en méditation. Chacun va avoir des choses différentes qui vont lui correspondre. Je vais essayer de vous expliquer comment l'entourage, les lieux, sont un lien de cause à effet aussi à cette maladie, en tout cas à ces hallucinations. Les images en fait des hallucinations sont des symptômes. Donc un symptôme ne devrait pas être traité, mais plutôt exploré
en termes d'hallucination, c'est-à-dire interpréter comme vous allez interpréter vos rêves en spiritualité, parce que vous y allez peut-être voir un message ou quelque chose à décoder, et comme vous allez pouvoir interpréter des visualisations, des symboles qui vont remonter consciemment à vous. En fait, si on explore, elle raconte très bien, si on explore et interprète ces hallucinations, puisque là c'est propre à elle, on va y trouver un sens. En tout cas, elle y a trouvé un sens par la suite. Du coup, les hallucinations ne deviendraient pas un symptôme, mais un message de l'esprit pour traiter autre chose. Il faut savoir que la définition de symptôme, c'est ce qui se manifeste de la maladie. C'est un signe. Voilà. À la même image que l'eczéma peut être le signe d'un stress possible, l'eczéma peut être soulagé. Mais c'est l'origine du stress, en fait, qui doit être trouvée pour soulager l'eczéma. Donc là, je vous ai donné un exemple plus concret pour imaginer ce que j'essaye de vous expliquer. Les hallucinations sont donc des émotions, des sensations, des peurs, plein de choses déguisées. C'est l'inconscient onirique qui prend vie en fait sous les yeux du malade, entre guillemets, si on reste dans cet angle d'approche. Les symptômes de la schizophrénie sont en fait un langage pour mettre en lumière des besoins qui seraient non comblés de la personne. Je pars du principe que si on parle la même langue, on s'accorde pour tous nous comprendre. Le langage, c'est codé. Pour communiquer, c'est quelque chose, en fait, de codé. Mais si on gratte un peu, chacun de nous, finalement, a sa propre codification. Je vais vous donner un exemple. Si je vous donne un mot et que je vous invite, en fait, de ce mot, à faire 3 associations. Les toutes premières choses qui vous viennent, les 3 premiers mots, en fait, qui vous viennent à l'esprit. Les associations seront propres à chacun et surtout les raisons de ces associations, par vos expériences, par d'autres biais, par vos croyances, par tout ce que vous allez pu découvrir en fait, vont s'associer aux mots que je vais vous donner. Et ça, c'est personnel. Tout comme les symptômes, c'est-à-dire les hallucinations dans la schizophrénie, les voix entendues, les actions possibles. En fait, on est un peu dans quelque chose d'arborescent. Je vais donc vous donner un mot. Je vais d'ailleurs vous inviter à prendre un petit bout de papier pour le noter, ce mot, ou en tout cas pour noter les associations que vous allez en faire. Ne mentalisez pas trop, il n'y a personne qui va savoir les associations, elles sont vraiment juste pour vous, c'est une petite mise en pratique, sans retour attendu. Donc je vous donne le mot c'est lampe. Et là je vous invite donc à noter ce qui vous est venu à l'esprit, les 3 premiers mots, les 3 premières images que vous avez associées. De là, votre codage est sûrement différent du mien et je pourrais encore chercher à quoi se réfèrent les mots que moi j'ai mis, que vous avez mis ou que des visualisations qu'on a pu avoir. Je vais vous donner moi ce qui en est découlé de ce mot lampe. Il y a eu lumière, ampoule et brille. Et de plus, j'avais une visualisation d'une lampe de chevet sur un pied avec un abat-jour avec de la dentelle. La personne diagnostiquée malade sera comme coincée entre 2 états qui relèvent en fait de la responsabilité. Donc je m'explique. Si la responsabilité des actes est donnée aux malades, celle-ci est tellement lourde pour eux à porter, donc ce qui va en résulter une culpabilité chez eux, de la honte, de l'autocritique. Mais à l'inverse, si cette responsabilité leur est retirée, car l'acte est vu comme un symptôme de la schizophrénie, alors il en découle un retrait total du contrôle de leur propre acte et donc d'une passivité et d'une inaction dans leur vie. Il y a une chose qui m'a frappée durant cette lecture, elle parle aussi de voix.
ils entendent des voix et elle parle, entre guillemets, de voix gentilles. Elle nous dit même que c'est son père décédé qui venait la voir pour lui raconter des histoires. Elle décrit ceci comme faisant partie de sa pathologie. Mais d'un autre côté, dans quelle mesure, à ce moment-là, on est sûr et certain, quand on croit en la spiritualité, au monde invisible et à toutes ces choses qui s'y raccrochent, que ceci finalement ne fait pas partie d'une médiumnité qui serait non contrôlée par ce qu'on appelle la schizophrénie. Elle parle de cet enfermement dans une case, c'est-à-dire la case malade, la case schizophrène, la case qui ne veut pas guérir. Donc pour beaucoup de personnes que l'on a étiquetées, que l'on stigmatise, on stigmatise en fait les perspectives que nous offre le monde à cause de ces cases en fait dans lesquelles on nous enferme. En fonction aussi des cases, il y a souvent en fait des croyances très limitées par rapport à cette étiquette de la majorité des gens ont, en tout cas, qu'ils ont par rapport aux croyances de la vision sociétale. Dans le cas présent, il n'y a aucune perspective qui s'ouvre pour les schizophrènes. Ils sont conditionnés par leur case, par l'étiquette qu'on pose sur eux. Je vous donne un exemple plus parlant, avec la timidité. Si on cesse de vous répéter que vous êtes quelqu'un de timide, vous en serez vous-même persuadé. Donc, va découler un comportement, des agissements que l'on mettra sur le dos de cette timidité. Inconsciemment, vous allez agir par rapport aux attentes des autres. Est-ce que c'est ça se connaître ? Est-ce que c'est ça être soi-même ? Je vous cite une phrase dans le livre lourde de sens. Autrement dit, les fous crient parce qu'ils sont fous, pas parce qu'ils ont mal aux jambes. Donc tous les actes, les paroles ont été interprétés par et au travers le filtre de la schizophrénie. C'est-à-dire qu'on ne croit même plus, par exemple, à leur mal de jambes. On se dit, de toute façon, ils ne crient pas parce qu'ils ont mal aux jambes, ils crient parce qu'ils sont fous. Et aujourd'hui, je prends conscience de beaucoup de choses en lisant ce livre, parce que finalement, c'est vrai qu'on a tendance à coller aux étiquettes, et ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Même leurs rêves sont donc interprétables. La société médicale, j'accuse personne, attention, puisque c'est comme ça aussi qu'on a évolué grâce à la médecine, mais la société médicale, finalement, leur a volé le droit de rêver, de croire et le droit d'espoir, parce qu'on doit faire rentrer les troubles mentaux dans une case pour qu'ils soient pris en charge. Ça me fait penser à l'expression « crier au loup ». Crier, on crie comme s'il y avait un danger, mais ce danger n'existe pas. On l'explique souvent, je pense, aux enfants. Croyez-moi, maintenant je vois les choses vraiment autrement. Alors déjà, je vais arrêter de dire cette phrase. Laissons en fait crier nos enfants, s'exprimer nos enfants. Il y a toujours une raison entendable à leurs cris. Et continuons à aller voir, même si c'est parce qu'il y a une gommette qui est tombée. D'ailleurs, cette expression, elle vient d'une fable qui parle d'un berger qui a fait croire dans un village à l'attaque d'un loup sur ses moutons. Cependant, le village lui a apporté son aide, les villageois lui ont apporté son aide, mais il n'y avait aucun loup. Les villageois, par la suite, ne se sont plus déplacés, puisque il n'y avait pas de loup. Mais le loup est apparu un jour, et il a quand même attaqué les moutons. Cette morale était pour expliquer que l'on ne gagne jamais rien à mentir. Finalement, la fable, elle ne nous raconte pas que le berger est menti. Elle rapporte, en tout cas lui, rapporte sa vision des choses. Vision que les villageois n'ont pas ou n'ont pas eue.
La vision des choses est donc vraiment propre à chacun. Les diagnostics posés en psychiatrie laissent peu d'ouverture. On appose une définition qui donne les tenants, les aboutissants, grossièrement. Mais est-ce que l'on prend en compte l'humain ? Est-ce que l'on prend en compte l'expérience humaine ? Parce que si c'est le cas, dans l'expérience humaine, rien n'est figé. Nous sommes des êtres en mouvement, mouvement externe et interne. Physiquement, psychiquement, consciemment ou inconsciemment de certaines choses. Définition des maladies mentales ne laisse pas place au mouvement. Même si elles sont revues régulièrement, elles ne font pas place à l'individualité du sujet. Je vais vous citer une phrase du livre. Et quand je vais dire elle, en fait, je parle de la maman de l'auteur. Et elle dit « Sa vision était si bonne qu'elle le pouvait. Elle augmentait les chances pour que ce qui n'était pas puisse être un jour. Et ce fut le cas. » Ici, elle parle en fait de la vision de sa mère qui a cru en l'évolution positive de sa vie, de la vie de sa fille, de la pathologie de sa fille. La maman a eu un regard de projection sur l'avenir. Donc on voit largement vraiment l'importance de la pensée positive qui crée notre vie. Mais c'est pas la pensée positive qui a fait naître le changement. La pensée positive, elle a fait juste émerger des possibilités, des chemins différents, un chemin d'avenir différent, des potentialités en fait différentes que ne pouvait pas lui offrir le corps médical qui en fait reste dans l'étiquette schizophrénie qui ne peut pas guérir. Et ceci enrobé de l'amour inconditionnel qu'une mère peut avoir pour sa fille, qu'un parent peut avoir pour son enfant, le pouvoir de la pensée et de l'amour déclenche vraiment une vague d'énergie vibratrice. Ça ne veut pas dire que toutes les expériences seront joyeuses. On doit vivre certaines choses pour évoluer. Juste d'en tirer le maximum pour être le mieux possible. Pour avoir un mieux-être, même si je vous l'accorde, on n'y arrive pas toujours. Si on n'y arrive pas un jour, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas demain ou après-demain. Toujours, ça rime pas non plus avec jamais. Mais de tendre vraiment vers ce potentiel avenir plus lumineux. Elle nous dit aussi, je répétais souvent, un peu comme si je ne pouvais pas m'en empêcher, je veux rentrer à la maison. J'ai peur, je veux rentrer à la maison. Elle explique tenir ce discours alors même qu'elle est physiquement chez elle avec sa mère. Alors à ce moment de ma lecture, je me demande même, est-ce que c'est elle en tant que personne incarnée humainement ou est-ce que c'est son âme qui l'habite, qui est en train de parler ? Cette âme qui ne serait pas bien ce qu'elle fait là, comme s'il y aurait un problème dans l'incarnation de cette âme. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu la connexion entre corps physique et l'âme ? Alors voilà, c'est des hypothèses que je me suis posées, c'est des questions que je me suis posées. Il est dit qu'au moment de notre naissance, notre âme semble oublier notre expérience individuelle pour pleinement vivre cette expérience humaine. Mais si dans ce cas présent, ou dans certains cas, l'âme se rappelait de certaines choses, elle n'a donc pas encodé, on va dire, elle n'a pas eu, plutôt, les bons codes de communication humain, comme si en fait le bouton reset, il avait mal fonctionné. Là, moi, je vous parle par rapport à ma culture, par rapport à tout ce qu'on sait, mais les troubles mentaux, ils varient en fonction des cultures et aussi des croyances. Certains psychiatres estiment que culture et histoire du collectif sont vraiment la racine des maladies mentales. On aurait donc un héritage collectif inconscient qui donnerait naissance à des troubles mentaux. Et pour moi, ceci peut se tenir. C'est comme les traumas qui se transmettent de génération en génération. On retrouve le karma et le transgénérationnel. La culture et l'histoire, ils ont un effet... en tout cas, ils sont à l'origine
de ce que, par exemple, on a nommé, je vais vous donner un exemple, l'hystérie. L'hystérie féminine, dans le contexte historique, seuls les hommes sont médecins. Il faut le savoir, à ce moment-là où on a découvert l'hystérie, seuls les hommes étaient médecins. Donc du coup, on s'est tourné vers les femmes, c'était les femmes qui étaient hystériques. Dans l'histoire, il n'y a pas eu d'autre vision que celle de la vision patriarcale finalement. Donc dans une culture où les femmes qui avaient très peu de place, peu de droits, peu le droit à la parole, dans tous les cas je ne referai pas l'histoire, on peut peut-être apprendre grâce à notre histoire, en tout cas à s'améliorer. Je suis juste venue vous donner ici une autre vision des troubles mentaux, de la schizophrénie, ou du moins j'ai essayé. Mais je ne remets pas en cause le corps médical du tout, qui fait de son mieux pour prendre en charge toutes ces pathologies. Chaque moment de l'histoire a eu ses limites et ses avancées. Alors restons juste ouverts aux possibilités qu'il peut y avoir. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre et à le partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de l'Étoile de Xena, une page enchantée. Ou simplement en me soutenant sur ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de trouver chaque jour un élément positif qui va vous permettre de vous endormir avec le sourire.